Pensait-il vraiment pouvoir vaincre une forteresse flottante? Quelle erreur monumentale! Le 1er avril 2025, l'USS Harry S. Truman, un porte-avions à propulsion nucléaire de 100 000 tonnes, traversait la mer Rouge, dirigeant un groupe de combat naval près du détroit de Bab el-Mandeb. Le ciel était dégagé, la mer calme, quand soudain les alarmes retentirent. Les opérateurs radars détectèrent des points lumineux se déplaçant rapidement vers le porte-avions américain, des drones armés lancés par les rebelles Houthis depuis les profondeurs du territoire yéménite. Ce n'était pas leur première tentative de ce genre, mais cette fois-ci, ils avaient vu plus grand. De nombreux drones furent déployés sur 2 jours consécutifs, les 1 et 2 avril. Ils ne visaient pas un simple destroyer isolé ou un navire marchand quelconque. Leur cible était beaucoup plus précieuse. Mais voilà le problème lorsqu'on tente d'attaquer un porte-avions américain avec des drones commerciaux reconvertis. C'est comme jeter des pierres sur un char d'assaut. On peut certainement égratigner la peinture, mais percer le blindage est tout simplement impossible. Cette fois-ci, la marine américaine n'a pas été prise au dépourvu. Les systèmes de défense ont été activés instantanément. Les marins se sont précipités à leur poste de combat. Et ce qui s'est passé ensuite a envoyé un message sans équivoque. Que se passe-t-il lorsqu'un groupe d'insurgés cible un super porte-avions américain avec des drones soutenus par l'Iran? Revenons au moment précis où l'alarme a retenti. L'USS Harry S. Truman opérait dans le sud de la mer Rouge, dans le cadre de la force opérationnelle 153, une force de sécurité maritime multinationale, patrouillant l'une des routes maritimes les plus instables de la planète. La menace des drones et des missiles d'attaque Houthis s'était intensifiée depuis des mois, particulièrement après l'intensification des frappes aériennes américaines sur les bases Houthis au Yémen. Mais cette fois-ci était différente. C'était un acte d'une audace sans précédent. Les rebelles visaient le joyau de la puissance navale américaine. Tout a commencé dans la nuit du 1er avril. 2 drones conçus par l'Iran, probablement des Samad 3, des UAV de longue portée capables de parcourir des centaines de kilomètres, ont été détectés par les radars lorsqu'ils ont pénétré dans le périmètre de défense du porte-avions. Le centre d'information de combat du Harry S. Truman s'est illuminé en quelques secondes. Le système radar Aegis d'un destroyer de classe Harley Burke à proximité a confirmé leur trajectoire. Le premier drone a légèrement dévié de sa trajectoire avant de s'écraser, n'atteignant jamais la portée des armes défensives. Il a probablement été victime des systèmes de guerre électronique déployés par l'un des croiseurs d'escorte. Cependant, le second drone a maintenu son cap, volant à une altitude moyenne, juste au-dessus des interférences radars. C'est alors que le système d'armes rapproché Phalanx CIWS du Truman est entré en action. C'était la dernière ligne de défense. En essence, il s'agit d'un canon Gatling à 6 tubes, couplé à un cerveau radar, capable de tirer 4500 projectiles par minute, soit 75 balles par seconde. Les munitions traçantes ont illuminé la nuit comme un feu d'artifice. Quelques secondes plus tard, une explosion a retenti dans le ciel. Le second drone, touché de plein fouet, s'est enflammé avant de plonger inoffensivement dans la mer. Le lendemain, le 2 avril, les Houthis ont doublé leur nombre de drones. Cette fois, les services de renseignement ont détecté au moins 4 UAV lancés en séquence. Le groupe aéronaval était prêt. Le premier contact a été établi à environ 80 000 nautiques. Les destroyers lance-missiles USS Gravely et USS Mason, tous 2 opérant dans le cadre de l'escorte du Truman, ont lancé des missiles Standard 2, SM-2. Les drones ont été immédiatement abattus à haute altitude. Le troisième drone s'est approché dangereusement, trop près. Il avait réussi à franchir les défenses initiales et se trouvait à 12 000 du Truman. Mais il n'a pas pu s'approcher davantage. Une pluie de projectiles de 20 mm provenant du second système CIWS l'a instantanément déchiqueté. Le quatrième drone n'a même pas pu quitter l'espace aérien yéménite. Un EA-Dix-8J Growler de l'US Navy, un avion de guerre électronique lancé depuis le pont du Truman, a brouillé ses communications, le faisant perdre le contrôle et s'écraser en mer. Aucun navire américain n'a été endommagé. Aucune victime n'a été à déplorer. Seuls des débris carbonisés de drones flottaient à la surface comme des déchets. Le groupe aéronaval du Truman avait parfaitement accompli sa mission. Une coordination étroite, une défense multicouche et une discipline rigoureuse avaient prouvé leur efficacité. L'USS Harry S. Truman n'est pas un navire ordinaire. C'est un monstre de 100 000 tonnes propulsé par l'énergie nucléaire, plus long que 3 terrains de football, capable de lancer un avion de combat à pleine charge toutes les 25 secondes. Ce n'est pas simplement un navire, c'est une machine de guerre. Le Truman fait partie de la classe Nimitz, ces porte-avions géants conçus pour projeter la puissance à l'échelle mondiale. Il embarque plus de 5000 marins et membres d'équipage, plus de 90 aéronefs et suffisamment de puissance de feu pour neutraliser n'importe quelle nation. Ces systèmes de défense ne sont pas là pour la décoration. Ce système comprend plusieurs couches.
La première est la protection extérieure, composée de croiseurs et de destroyers d'escorte équipés du système radar Aegis et de missiles SM-Series capables d'intercepter les menaces aériennes avant qu'elles ne s'approchent. Vient ensuite la protection intérieure, avec les missiles d'interception à courte portée Evolved Sea Sparrow, ESSM, et bien sûr les célèbres tourelles CIWS. Ces systèmes sont d'une rapidité et d'une précision remarquables, capables de verrouiller et de détruire des cibles entrantes de la taille d'un ballon de rugby, se déplaçant à des centaines de kilomètres par heure, en moins d'un battement de cils. Le navire déploie également des outils de guerre électronique sophistiqués. C'est aussi pour garantir que l'ennemi ne puisse pas vous repérer, ni contrôler leurs drones, ni même verrouiller votre position. Les brouilleurs, les leurres et les revêtements absorbant les radars font tous partie de ce système de défense sophistiqué. Mais la plus grande arme du Trumon n'est pas ses missiles ou ses mitrailleuses, c'est la coordination. Chaque membre d'équipage connaît son rôle et travaille en parfaite harmonie avec les autres. Lors des attaques de drones en avril, aucun système n'a failli, aucun marin n'a hésité. C'est l'avantage du Truman. L'entraînement, la discipline et une technologie qui frôle la science-fiction. Les attaques contre l'USS Harry S. Truman les 1 et 2 avril n'étaient pas des actes aléatoires. Ces drones ont été lancés par vagues successives, espacées dans le temps, probablement pour tester les délais de détection et les temps de réaction défensifs du porte-avions. Certains volaient à haute altitude, d'autres rasaient la surface, et d'autres encore traversaient la mer. Ce n'était pas une guerre de haute technologie, mais plutôt une tactique de guérilla aérienne. D'où venaient ces engins? Principalement d'Iran. Les Houthis ont reçu pendant des années les composants et le savoir-faire nécessaires pour assembler des drones comme le Samad 3 et le Qasafin. Le Samad possède une portée opérationnelle de plus de 1600 km, transporte une petite ogive et est guidé par GPS. Bien que pas particulièrement dangereux individuellement, ces drones peuvent semer le chaos, surtout lorsqu'ils sont lancés en essaim. On peut les comparer à des grenades volantes, peu coûteux mais capables d'infliger des dégâts significatifs. Conscients de leur infériorité face à la puissance de feu américaine, ils optent pour l'imprévisibilité. Nous allons maintenant vous montrer précisément comment le Truman s'est assuré que ces drones n'avaient aucune chance. Dès la détection du premier drone le 1er avril, le centre d'information de combat, CIC, du navire, est passé en état d'alerte maximale. Cette salle, équipée d'écrans radars, d'équipements d'analyse, de systèmes de communication, est opérée par des marins hautement qualifiés. L'USS Mason, un destroyer lance-missile, assurait la protection du flanc droit du porte-avions. Lorsque les drones sont apparus sur le radar SPY-1 du système de combat Aegis, leur identification n'a pris que quelques secondes. La coordination entre les différents systèmes de défense s'est révélée cruciale dans cette situation. Le destroyer ouvre le feu en premier. Un missile standard SM-2 s'élance vers le ciel, avec une détonation supersonique qui résonne dans l'atmosphère. Ces missiles sont spécifiquement conçus pour neutraliser les avions et les missiles de croisière à longue distance. Il peut détecter des cibles jusqu'à 60 milles nautiques et transformer les drones en débris. Mais les Houthis ne s'arrêtent pas là. Un second drone vole plus bas, plus lentement, tentant de se faufiler sous la couverture radar du navire. Cette tactique s'est avérée efficace contre les navires marchands, mais pas cette fois-ci. À bord du Truman, le système Phalanx CIWS s'active. Cette bête à 6 canons peut suivre, viser et tirer sans intervention humaine. Il crache des munitions de tungstène de 20 mm à une cadence de 4500 coups par minute, soit 75 projectiles par seconde, un véritable mur de feu. Lorsque le système identifie le drone, un rugissement assourdissant retentit, suivi d'un silence brutal. Le drone explose en plein vol, la menace est neutralisée. Le 2 avril, 4 drones arrivent de différentes directions. Une tentative évidente de surcharger le réseau de défense. Mais le Truman n'est pas seul, il a ses escortes. L'USS lance 2 autres missiles SM-2. Un missile de la flottille du Truman frappe l'un des drones en plein vol, le faisant perdre le contrôle et s'écraser dans la mer. Le dernier drone, le plus rapide du groupe, s'approche à 15 milles du porte-avions. Mais une fois de plus, le bouclier intérieur du porte-avions reste inébranlable. Les lanceurs ESSM sont activés. Le missile Sea Sparrow est tiré en moins de 2 secondes après le signal de détection. Le SSM percute sa cible, explosant en plein ciel. Et au cas où quelque chose tournerait mal, les équipes de pompiers sont prêtes sous le pont. Les unités de contrôle des dommages sont en alerte. Les postes médicaux sont préparés. Car lorsque vous naviguez dans les eaux ennemies, la précaution n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Tous les drones ont été interceptés avant qu'ils ne puissent atteindre leur distance d'attaque. Aucune alerte n'a dépassé le niveau de préparation, aucun dommage n'a été signalé, aucune victime n'a été déplorée. Le Truman n'a pas seulement assuré sa défense, il a humilié ses assaillants. Maintenant,
Parlons de ce que les États-Unis ont fait une fois la fumée dissipée. Car la marine n'était pas simplement sur la défensive. Si vous pensiez que la marine américaine allait simplement nettoyer le ciel des drones et continuer comme si de rien n'était, vous vous trompiez. Dans les heures qui ont suivi la disparition du dernier drone dans les airs, les ordres d'attaque étaient déjà rédigés. Le renseignement satellitaire et la surveillance par drone avaient précisément identifié les sites de lancement Houthis dans l'ouest du Yémen, dispersés dans des zones désertiques reculées et le long des crêtes côtières. Il ne s'agissait pas simplement de plateformes de lancement temporaires, mais de positions fortifiées et camouflées, certaines étant même stratégiquement placées à proximité d'infrastructures civiles. Mais c'est là que les Houthis ont fait une erreur de calcul. Le Harry S. Truman n'était pas qu'une simple plateforme défensive flottante, c'était une véritable machine de guerre offensive. Et désormais, les porte-avions n'allaient plus attendre d'être attaqués, ils allaient prendre l'initiative. À 4 heures le 3 avril, les objectifs étaient confirmés. Sur le pont d'envol, une douzaine de FA-18 Super Hornet s'alignaient en formation, leurs ailes chargées de missiles JDAM de haute précision et d'AGM-88 armes. Le groupe d'attaque n'opérait pas à l'aveugle. Les avions de surveillance E-2D Hawkeyes et les MQ-9 Reapers fournissaient une surveillance en temps réel. La marine ne cherchait pas simplement à riposter, elle voulait éliminer la menace à sa source. La première vague d'attaque a ciblé les installations de stockage de drones près d'Al-Udaïda. Les missiles ont été lancés, les dépôts de carburant, de munitions et d'équipements électroniques des Houthis se sont embrasés. S'en est suivi une attaque éclair à travers l'espace aérien contrôlé par les Houthis pour détruire les lanceurs mobiles qui se déplaçaient vers l'intérieur des terres en direction de Taïz. Pendant ce temps, les destroyers américains opérant dans le golfe d'Aden ont lancé des missiles de croisière Tomahawk depuis leur système de lancement vertical, parcourant des centaines de milles avant de frapper les installations radars et les centres de commandement responsables de la direction des attaques de drones Houthis. Ce n'était pas un simple échange de tirs, c'était un message gravé sur le sol yéménite. Le Pentagone a émis une déclaration brève mais claire. Les États-Unis répondront avec force à toute attaque contre leurs forces. Nous ne cherchons pas le conflit, mais nous éliminerons les menaces avant qu'elles n'atteignent nos navires. Mais ce n'était pas uniquement une réponse américaine. Le Harry S. Truman opérait aux côtés de ses alliés. Le destroyer Alsace de la Marine nationale française et un destroyer de la Royal Navy britannique sont également passés en état d'alerte maximale. Les deux navires ont fourni des données de capteurs et effectué des patrouilles aériennes coordonnées avec les moyens de la marine américaine. Une coalition navale multinationale orchestrait en temps réel la défense contre les drones et la riposte depuis les eaux internationales. C'était une démonstration de force impressionnante. Pas de danse de la victoire, seulement du professionnalisme. Les pilotes, de retour de leur mission, ont fait leur rapport et se sont réarmés. Sur le pont, les équipages ont nettoyé les lanceurs, tandis que les équipes de commandement ont mis à jour les cartes des menaces. Pas de temps mort. Car en eau hostile, la prochaine attaque peut survenir à tout moment. Mais soyons réalistes, il ne s'agit pas uniquement de protéger le Truman. Ces eaux sont vitales pour le commerce mondial. Pétrolier, porte-conteneurs, denrées alimentaires, pétrole. Des milliards de dollars de marchandises transitent chaque semaine par la mer Rouge. Si les Houthis réussissent à transformer cette zone en no man's land, le choc économique serait considérable. C'est pourquoi la marine américaine riposte avec force. Car laisser passer un drone aujourd'hui signifie en voir 10 autres demain. Car ensuite, nous devons examiner le tableau d'ensemble. Quelles sont les implications pour la sécurité mondiale? Que se passera-t-il si le prochain drone passe à travers nos défenses? Parlons des conséquences. Les attaques ont cessé. Le pont s'est refroidi, mais la tension, elle reste à son comble. Après la riposte américaine du 3 avril, la région n'est pas devenue subitement paisible. La mer Rouge, déjà poudrière géopolitique, s'est complexifiée davantage. Les Houthis, de plus en plus audacieux, ciblent tout. Des installations pétrolières saoudiennes aux pétroliers commerciaux dans le détroit de Bab el-Mandeb. Mais s'attaquer au Truman serait une erreur fatale. Pourtant, ce n'est pas terminé. La mer Rouge reste sous tension. La prochaine vague de drones pourrait être plus intelligente, plus rapide, plus dangereuse. Le champ de bataille évolue, et la marine en est consciente. Mais jusqu'à présent, les défenseurs ne font pas que suivre le rythme. Ils dominent, combat après combat. La vigilance reste de mise, car dans ces eaux stratégiques, chaque victoire n'est qu'une étape dans un conflit plus large qui continue de se développer. Si les tensions continuent de monter, pensez-vous qu'un conflit majeur en mer Rouge n'est qu'une question de temps? Ou la dissuasion suffira-t-elle à maintenir la paix? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous sommes impatients de connaître votre point de vue. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner pour plus d'informations militaires détaillées.
et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochain récit. Merci de nous avoir regardés.